Muse de Denis Lindon. La seule façon de t'en tirer, lui dit-il, est de séduire la fille du roi Aétès et de te faire aider par elle. Aétès avait en effet une fille jeune et belle, nommée Médée, qui possédait des pouvoirs magiques. Au cours du dîner qu'offrit Aétès en l'honneur des Argonautes, Jason, placé à côté de Médée, suivit les conseils de Thésée. Il déploya tous ses charmes et fit la conquête de la jeune fille. À la fin du repas, prenant congé d'elle, il lui dit tristement « Je ne te reverrai plus, car je périrai certainement dans les épreuves que je dois affronter demain. » Quelques heures plus tard, avant que le jour ne se levât, Médée quittait furtivement son palais et allait rejoindre Jason à bord de son navire. « Par amour pour toi, lui dit-elle, j'ai décidé de trahir mon père. Je t'apporte un onguent et une pierre magique. Si tu t'enduis le corps de l'onguent, les taureaux ne te feront aucun mal et se soumettront docilement à tes ordres. Tu jetteras ensuite la pierre au milieu des géants qui sortiront du sol. Ils tourneront alors leurs armes les uns contre les autres et s'extermineront mutuellement. En échange de ce service, promets-moi seulement de m'emmener avec toi et de m'épouser. » Jason promit tout ce qu'elle voulut, bien décidé au fond de lui-même à se débarrasser d'elle aussi vite que Thésée s'était débarrassé d'Ariane. Le lendemain, Jason suivit à la lettre les instructions de Médée, et tout se passa comme elle l'avait prédit, sous cette seule réserve qu'Aétès, vexé de la victoire surprenante de Jason, revint sur sa promesse et refusa de livrer la toison d'or. Une seconde fois, Médée vint au secours de Jason. Au cours de la nuit suivante, accompagnée de son jeune frère, elle se rendit dans le bois où la toison d'or était suspendue à un hêtre, sous la garde d'un redoutable dragon. Pendant qu'à l'aide d'une formule magique elle charmait le dragon, son frère décrochait la toison. Ensemble, ils la rapportèrent à Jason et s'embarquèrent à bord de l'argot qui appareilla aussitôt. Lorsque quelques heures plus tard, Aétès constata simultanément la disparition de la toison d'or, de sa fille et de son fils, il n'eut pas de peine à comprendre ce qui s'était passé. À la tête d'une troupe nombreuse, il embarqua à bord d'un voilier rapide et se lança à la poursuite des fugitifs. Médée, dont l'amour pour Jason touchait à la démence, commet alors la première d'une longue série d'atrocités qui devait la rendre tristement célèbre. Elle coupe son jeune frère en petits morceaux qu'elle jette par-dessus bord. Pour recueillir et rassembler les restes de son fils, Aétès est contraint à de délicates manœuvres nautiques qui lui font perdre un temps précieux. Lorsqu'enfin il retrouve la dernière pièce du macabre puzzle, l'argot a disparu à l'horizon. Grâce au pouvoir magique de Médée, le retour de l'argot fut plus rapide et plus facile que ne l'avait été l'aller. Arrivés à destination, c'est-à-dire au royaume de Pélias, les Argonautes se séparèrent, non sans s'être promis solennellement de se réunir une fois par an pour évoquer leurs souvenirs communs, ce qu'ils ne devaient naturellement jamais faire. Jason, pour sa part, se rendit chez son oncle Pélias, lui remit la toison d'or et réclama le trône. Comme on pouvait s'y attendre, Pélias se fit tirer l'oreille et chercha à gagner du temps. Médée, prête à tout pour défendre les intérêts de Jason, prend alors l'affaire en main. Elle va trouver un soir les deux filles de Pélias et leur dit « Votre père est vieux et malade. Vous ne tarderez pas à le perdre. Je puis cependant, si vous le souhaitez, lui rendre jeunesse et vigueur par une opération magique. Je vais vous en faire à l'instant même la démonstration. » Médée remplit d'eau un grand chaudron, y verse du sel et diverses plantes et porte le tout à ébullition. Elle égorge un très vieux vélier, qui pouvait à peine se tenir debout, et en jette les morceaux dans le chaudron bouillonnant. Elle récite alors une formule magique, et à leur stupéfaction, les filles de Pélias voient sortir du chaudron un jeune agneau qui part en gambadant. « Je peux faire la même chose pour votre père, commente Médée, à condition que, profitant de son sommeil, vous l'égorgiez et le découpiez, comme je l'ai fait pour le bélier. » Crédules, les jeunes filles exécutent aussitôt les instructions de Médée et lui apportent les morceaux de Pélias. Médée les jette dans le chaudron et prétend alors avoir complètement oublié la formule magique qui lui a servi pour le bélier. « Mais peu importe, ajoute-t-elle cyniquement, vous allez pouvoir vous régaler d'un excellent pot-au-feu. »
Grâce exclusivement à l'aide de Médée, Jason, qui n'était lui-même qu'un bellâtre fallot et égoïste, avait donc reconquis son trône et acquis une réputation de héros. Bien qu'il fût loin d'éprouver pour Médée des sentiments aussi ardents que ceux qu'elle avait pour lui, il ne lui manifesta pas instantanément son ingratitude. Il accepta même de l'épouser, et elle lui donna 2 enfants. Mais quelques années après, au cours d'un voyage qu'il fit à Corinthe, il séduisit la fille du roi, et jugeant qu'elle serait pour lui un excellent parti, annonça à Médée dès son retour qu'il la répudiait. Il était prêt, disait-il, à lui servir une pension alimentaire honorable. « Tu me prends pour Ariane, lui dit-elle simplement, mais je ne suis pas faite du même bois qu'elle. » Elle commença par faire cadeau à la nouvelle fiancée de Jason d'une robe empoisonnée, dans laquelle la jeune fille périt comme Hercule. Puis elle mit à mort les 2 enfants qu'elle avait eus de Jason. Elle quitta alors Jason, le laissant à son chagrin, et poursuivit pendant plusieurs années, dans divers états de la Grèce, une brillante carrière de magicienne et d'empoisonneuse. Lorsque Nestor eut terminé ce récit, ses auditeurs voulurent savoir quel avait été le destin ultérieur des principaux membres de l'équipe des Argonautes. « Certains d'entre eux n'ont-ils pas participé à la chasse aux sangliers de Calydon, du temps de mon grand-père » demanda Diomède. « Sans doute, » répondit Nestor un peu sèchement, « mais cette histoire ne présente aucun intérêt. » En fait, l'histoire du sanglier de Calydon n'était pas plus ennuyeuse que beaucoup de celles qu'avait racontées Nestor, mais il se trouve que lui-même y avait joué un rôle peu reluisant. Effrayé par le sanglier monstrueux, il s'était servi de sa lance comme d'une perche pour se propulser sur une branche d'arbre à 4 mètres de haut, d'où il avait observé passivement les péripéties sanglantes de la chasse. Il accepta en revanche bien volontiers de raconter à ses auditeurs les aventures d'Hercule et de Thésée que mes lecteurs connaissent déjà, ainsi que celles d'Orphée qu'ils ne connaissent pas encore. Orphée aux enfers. Après son retour de Colchide, Orphée mena pendant quelque temps la vie dorée d'un grand virtuose, se produisant avec un immense succès dans toutes les cours de Grèce et même sur l'Olympe où il se fit d'utiles relations. Il tomba un jour amoureux d'une de ses admiratrices, une jeune fille nommée Eurydice, et s'apprêtait à l'épouser lorsqu'elle mourut brusquement d'une morsure de serpent. Le chagrin d'Orphée fut tel qu'il ne put trouver aucune consolation même dans la musique. Il résolut alors de descendre aux enfers pour réclamer la restitution de sa fiancée. Pour un simple mortel comme Orphée, pénétrer vivant aux enfers était une entreprise d'une extrême difficulté. Il fallait d'abord descendre par un gouffre profond dans les entrailles de la terre. On arrivait alors à une large rivière, l'Achéron, affluent du Styx. On ne pouvait le traverser que dans une barque conduite par un vieillard farouche et barbu qu'on appelait le nocher Charon. Celui-ci ne prenait en principe à son bord que les défunts, et encore, à la double condition qu'ils eussent reçu les honneurs funèbres et qu'ils portassent dans la bouche une pièce d'argent pour payer le prix de leur traversée. Parvenu sur l'autre rive, on entrait aux enfers par une large porte gardée par Cerbère, le chien aux 3 têtes. Les défunts passaient alors devant 3 juges, appelés Minos, Éaque et Rhadamante, qui avaient été nommés à ce poste par Pluton après avoir régné chacun d'une manière jugée exemplaire sur un état important de la Grèce. Ces 3 juges faisaient un tri entre les bons et les mauvais défunts. Les premiers étaient autorisés à mener une existence fade et immatérielle mais supportable dans les Champs-Élysées, cependant que les seconds étaient condamnés à subir des supplices éternels dans le Tartare. Entre les Champs-Élysées et le Tartare se trouvait le palais de Pluton et de Proserpine, les souverains du royaume des morts. Bien qu'il ne remplît aucune des conditions requises pour entrer aux enfers, Orphée réussit à passer tous les barrages grâce à ses talents musicaux. Le nocher Charon se fit payer la traversée par une sonate, Cerbère, charmé par la voix d'Orphée, lui lécha les pieds. Les 3 juges, s'appuyant sur 2 précédents illustres, ceux d'Hercule et de Thésée, délivrèrent un sauf-conduit à Orphée qui se présenta enfin à Pluton et à Proserpine. Ceux-ci se souvenaient parfaitement du récital qu'avait donné Orphée sur l'Olympe et lui firent le meilleur accueil.
Parle Styx, lui dit Pluton, je m'engage à t'accorder toute faveur que tu me demanderas. Rendez-moi Eurydice, lui répondit Orphée. Pluton ne put refuser. Il demanda seulement à Orphée de lui faire l'honneur de passer quelques heures sous son toit et de lui donner un concert privé le soir même. En attendant, ajouta-t-il, Proserpine te fera faire la visite du Tartare. Tu verras, c'est très pittoresque. La visite du Tartare. Ne disposant que de peu de temps, Proserpine proposa à Orphée de se limiter aux 3 principales attractions du Tartare: le rocher de Sisyphe, le tonneau des Danaïdes et le supplice de Tantale. Sisyphe, commença-t-elle en récitant le texte officiel des guides des enfers, était un commerçant astucieux de l'espèce que l'on appelle les accapareurs. Il avait fait fortune en achetant une année la totalité de la récolte de blé de son pays et en la revendant ensuite à prix d'or. Il crut pouvoir appliquer la même méthode dans un autre domaine. Par des moyens mystérieux, il réussit à se rendre maître de 2 fils de la nuit, Hypnos et Thanatos, le sommeil et la mort. Les hommes se trouvèrent dès lors dans l'impossibilité de dormir, ce qui les gênait beaucoup, et de mourir, ce qui les gênait moins, mais ne faisait pas l'affaire de Pluton. C'est sur l'intervention de Pluton que Sisyphe fut foudroyé par Jupiter et condamné au Tartare à perpétuité. Comme tu le vois, expliqua Proserpine à Orphée en lui montrant du doigt Sisyphe, son châtiment consiste à rouler péniblement un lourd rocher jusqu'en haut d'une colline. Au moment où le rocher va atteindre le sommet, il échappe des mains de Sisyphe et redescend jusqu'en bas de la côte. Cette troupe nombreuse de jeunes filles que tu aperçois un peu plus loin, ce sont les Danaïdes. Elles étaient 50 sœurs filles du roi Danaos et avaient épousé le même jour, contre leur gré, les 50 fils du roi d'Égypte. La veille de leur mariage, elles s'étaient réunies secrètement et avaient juré de se débarrasser de leur mari au cours de leur nuit de noces. 49 d'entre elles poignardèrent leur époux comme convenu. La 50e, qui était la plus laide, ne put le faire car son époux, dès le premier soir, avait découché. Les 49 criminels que tu vois ici, occupés à puiser de l'eau à une fontaine, sont condamnés à remplir éternellement un tonneau percé. Quant à Tantale, c'est vraiment le clou de notre spectacle. C'était un gastronome réputé dont la table et la cave étaient les meilleures de toute la Grèce. Même les dieux de l'Olympe ne dédaignaient pas de se faire inviter par lui. Non content d'être considéré comme le plus fin gourmet de son époque, il se plaisait à humilier ses convives en leur démontrant leur propre incompétence. Il leur faisait prendre par exemple de la lotte pour du homard, ou encore, après les avoir fait s'extasier sur un rôti de bœuf en croûte, il leur révélait à la fin du repas qu'il s'agissait en réalité de viande de cheval. Il poussa un jour la plaisanterie de trop loin. Ayant à sa table Jupiter, Apollon et Cérès, il leur servit en rôti son propre fils Pélos, après l'avoir lui-même égorgé et découpé en morceaux. Il voulait prouver au monde qu'il pouvait tromper les dieux eux-mêmes. Cérès, mourant de faim, fut servi la première et avala un morceau de Pélops sans s'apercevoir de rien. Mais Jupiter, à qui l'on ne peut rien cacher, découvrit bientôt l'atroce mystification. Son premier soin fut d'essayer de rendre la vie au malheureux Pélops, victime de l'orgueil insensé de son père. Laborieusement, Jupiter et Apollon assemblèrent et recollèrent les morceaux du corps du jeune homme. Il en manquait un seul, l'épaule droite que Cérès avait mangée. Pour la remplacer, Apollon demanda à son fils, le célèbre Esculape, de fabriquer et de greffer sur Pélops une épaule d'ivoire, réalisant ainsi la première prothèse chirurgicale de l'histoire. Quant à Tantale, il fut condamné au supplice que tu peux observer. Dévoré de faim et de soif, il se tient debout dans l'eau d'un lac limpide qui lui arrive à la poitrine. Juste au-dessus de lui, de superbes arbres fruitiers de toute espèce laissent pendre leurs branches chargées de fruits mûrs. Chaque fois que Tantale tend le bras pour cueillir un fruit, les branches s'écartent de lui, et chaque fois qu'il se penche pour boire de l'eau, le niveau du lac s'abaisse suffisamment pour qu'il ne puisse l'atteindre. Cette rapide visite terminée, Proserpine revint au palais avec Orphée qui donna de bonne grâce le concert qu'il avait promis. Pluton consentit alors à le laisser remonter sur terre en compagnie d'Eurydice, mais il y mit une condition. « Tu marcheras devant, dit-il à Orphée, et jusqu'au moment où vous serez sortis des enfers, tu ne te retourneras pas une seule fois pour regarder Eurydice. »
Orphée acquiesça, et suivi d'Eurydice se mit en route. Cerbère les laissa sortir sans même aboyer. Caron leur fit passer l'Achéron sans réclamer d'obole. Malgré son désir ardent de revoir le visage de sa bien-aimée, Orphée n'avait pas tourné la tête. Il ne lui restait plus qu'à gravir l'escalier qui remontait vers la surface. Lorsqu'il mit le pied sur la dernière marche, Orphée se retourna enfin. Mais Eurydice, elle, se trouvait alors sur l'avant-dernière marche, qui faisait encore partie du territoire des enfers et restait sous la juridiction de Pluton. Dès qu'Orphée eut jeté un regard sur elle, il vit son image s'estomper et se dissoudre. Il chercha à la saisir dans ses bras, mais n'étreignit que le vide. Désespéré, il redescendit l'escalier et voulut retourner chez Pluton. Mais cette fois, Caron avait reçu des consignes strictes et se montra inflexible. Orphée remonta sur la terre et décida de se rendre chez... Les rois grecs ne surent jamais chez qui Orphée avait décidé de se rendre, car au moment où Nestor allait le leur apprendre, le médecin-chef de l'armée grecque entra précipitamment dans la baraque où ils étaient assemblés et demanda à parler à Agamemnon pour une affaire urgente. « Que se passe-t-il » lui demanda Agamemnon. « Mais une épidémie de peste vient de se déclarer dans notre camp » lui répondit le médecin. « Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?